Au Niger, en 2005, une famine survient et elle est attribuée à la sécheresse et au criquet pèlerin. Or, ce diagnostic des gouvernements, des bailleurs de fonds et des médias n'était pas le bon. Alors nous allons tenter aujourd'hui de démonter le mécanisme. Qu'est-ce qui entraîne une famine? Comment ne pas confondre cause et conséquences? Et y a-t-il des leçons à tirer de ces erreurs? La zone du Sahel s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge sur 5500 km et sur 400 à 600 km du nord au sud. Sahel en arabe, cela veut dire rivage, car le Sahel est une zone de transition entre le désert du Sahara et l'Afrique tropicale humide, entre les modes de vie nomades et les modes de vie sédentaires. Cette région a toujours connu des cycles de sécheresse, un phénomène complexe lié aux interactions entre l'océan Atlantique et la masse désertique du Sahara. Et c'est au cours de l'un de ces cycles que le Sahel a connu deux grandes famines, en 1973, puis de nouveau en 1984. On se souvient peut-être de ces images d'enfants affamés pour lesquels de grands concerts de solidarité avaient été organisés en Europe et aux États-Unis. Alors après la première famine de 1973, les États sahéliens d'Afrique de l'Ouest s'organisent en créant le SILS, c'est-à-dire le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Et puis après la seconde famine de 1984, ce comité reçoit alors l'aide des Nations Unies, c'est-à-dire la FAO, le Programme alimentaire mondial, l'aide de l'Union européenne et l'aide des États-Unis qui vont mettre en place des systèmes d'alerte précoce afin d'anticiper les déficits agricoles. Ces systèmes s'appuient sur des images satellites, des relevés hydrométriques, des enquêtes de terrain et peuvent ainsi fournir des données sur la pluviométrie, la formation des essaims de criquets et l'état des récoltes. Et justement, en 2003-2004, ces systèmes d'alerte enregistrent une insuffisance des pluies et repèrent la formation d'essaims de criquets pèlerins. Au Niger, on prévoit un déficit de production céréalière équivalent à 8% des besoins de consommation du pays. Ce sera donc une mauvaise année, mais on est loin des chutes de production de 73 ou 84. Et d'ailleurs, les autorités nigériennes et les bailleurs de fonds estiment que ce déficit agricole pourra être comblé par le mécanisme des importations régionales. Car ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les grandes crises alimentaires des années 80, la Banque mondiale, l'Union européenne ont couplé la mise en place de systèmes d'alerte à la libéralisation des marchés. En clair, cela veut dire que les États du Sahel ne peuvent plus contrôler les prix agricoles. S'il y a pénurie, le marché régional doit être le garant de la sécurité alimentaire des populations. Or, en juillet 2005, le Niger, et le Niger seul, va connaître une crise alimentaire majeure, bien plus grave que ses voisins, et va faire la une des médias internationaux. Alors pourquoi? En fait, ces systèmes d'alerte n'étaient pas adaptés à une crise de nature économique, et c'est cela que nous voudrions décortiquer aujourd'hui. Lorsque se confirme le déficit céréalier, le Niger ne parvient pas à importer des céréales au niveau régional. Parce que le Mali et le Sénégal, qui veulent garder leur propre production pour faire face aux mauvaises récoltes, ferment leurs frontières. Ensuite, le Nigeria voisin n'exporte pas non plus, au contraire. Le Nigeria importe des céréales du Niger, parce que les commerçants du Niger préfèrent vendre leurs stocks aux plus solvables, c'est-à-dire aux consommateurs du Nigeria, appliquant de fait la loi de l'offre et de la demande. Un autre facteur joue aussi. Les plus grands marchands nigériens appartiennent à l'ethnie Haoussa, qui vit à cheval sur la frontière entre Niger et Nigeria. Eh bien, les commerçants de Maradi, au Niger, ont des liens étroits avec ceux du grand marché de Kano au Nigeria, eux aussi Haoussa. Donc le gouvernement Niamey a beaucoup de difficultés à contrôler les flux commerciaux. Donc en résumé, à l'échelle régionale, la loi de l'offre et la demande joue contre le Niger, et cela les systèmes d'alerte n'ont pas su le prévoir. Et à l'échelle nationale, il faut chercher les raisons de cette crise alimentaire à l'intérieur même du pays. Voici les zones d'activité du Niger. Au nord, prédominent les éleveurs. Au centre, c'est la zone agro-pastorale. Élevage et agriculture sont associés. Et au sud, c'est la région agricole du pays, où domine la production de mil, qui est la base de l'alimentation locale.
Et en 2004, c'est au centre, dans la zone agro-pastorale, que la destruction des récoltes par les criquets a été la plus importante. C'est donc là que sont anticipées des difficultés alimentaires et que l'aide est prévue. Mais pas dans la zone agricole, qui a été peu touchée par la sécheresse ou les criquets. Donc personne ne s'attend à voir apparaître, là, une crise alimentaire. Les autorités de Niamey ne voient pas que la production de mil n'est pas suffisante pour nourrir la population. Et ceci pour deux raisons. D'abord la démographie. La zone agricole est la plus densément peuplée du Niger. La population y a été multipliée par 2 en 20 ans. Et au sud de Maradi et de Zinder, les terres agricoles sont surexploitées et les petits producteurs ne peuvent pas vivre de leur seule récolte. Donc que font-ils ? Dès la fin de la récolte, ils vendent le mil aux commerçants pour couvrir leurs dépenses quotidiennes et pour rembourser leurs dettes. Mais ils doivent ensuite racheter le mil quand leurs greniers sont vides au moment des semences. Sauf qu'entre-temps, les marchands ont fait monter les prix. Ensuite, il y a le facteur conjoncturel qui aggrave la situation en 2005. C'est que le déficit agricole touche l'Afrique de l'Ouest et la demande du Nigeria encourage la spéculation des commerçants. Du coup, le prix des céréales explose et c'est cela qui provoque la crise. Alors ce n'est pas une crise pour tout le monde. Elle frappe les populations déjà appauvries, mais les marchands, eux, s'enrichissent grâce à la montée des prix. Et c'est en fait l'apparition de la malnutrition des enfants dans la région agricole où rien n'avait été anticipé qui rend la crise visible. C'est dans les régions de Maradi et de Zinder, qu'on appelle pourtant le grenier à mil du Niger, que les ONG vont enregistrer le plus grand nombre d'enfants atteints de malnutrition sévère. Et ce sont ces enfants affamés qui vont finalement attirer l'attention des journalistes à l'été 2005. Et là, évidemment, la cause est entendue. La sécheresse et les criquets sont naturellement responsables. Eh bien non, les causes de cette famine ne sont pas naturelles, elles ont été économiques, sociales, politiques, et c'est bien pour cela que les systèmes d'alerte ne les ont pas vus venir. C'est pour cela aussi que le gouvernement nigérien et les bailleurs de fonds occidentaux ont refusé pendant plusieurs mois de distribuer une aide alimentaire gratuite. Car de fait, distribuer des céréales gratuitement peut déstabiliser le marché qui est considéré comme la solution au déficit agricole. Voilà, cette crise de 2005 nous a semblé être un révélateur. Parce que, en se focalisant sur la sécheresse et les criquets et l'état des récoltes, en fait, les acteurs extérieurs à l'Afrique, mais aussi les autorités du Niger, ont montré combien les politiques de développement reposent sur l'image de sociétés africaines immobiles. Or, l'Afrique change. Les pays du Sahel connaissent des mutations sociales majeures liées à la mondialisation, à l'intégration régionale, aux transitions démographiques, et sans système de santé accessible, sans soutien social de l'État, les familles les plus vulnérables, et surtout leurs enfants, paient en fait le prix de ces bouleversements. Vous voyez, le fonctionnement du marché en 2005, ce n'était pas la solution au déficit alimentaire, c'était justement le problème.